Notre journée consacrée au festival du quartier du livre, organisé par la mairie du 5e arrondissement, se poursuit. Alors, en début d'après-midi, nous étions avec des enfants, et avec ces enfants, nous avons découvert les recettes de leur héros préféré, du gâteau d'amour de Podane, qui a laissé à chacune d'entre nous de magnifiques souvenirs aux donuts de Holmer Simpson. Donc voilà, ça c'était l'après-midi. Et puis ensuite, les femmes auteurs de romans policiers se sont mis à table et chacune nous ont fait découvrir un univers, leur univers, ces univers de romans policiers tellement particuliers. Et ce soir, c'est le chocolat qui va nous faire saliver et que nous allons ensemble découvrir grâce à nos invités. Alors j'ai le plaisir de recevoir Michèle Kahn. Michèle, bonjour, bonsoir. C'est toujours un bonheur absolu de recevoir Michèle Kahn, qui est l'écrivaine et l'auteur que l'on sait, et notamment ce soir en l'occurrence l'auteur de Cacao. C'est un livre absolument magnifique qui est un peu compliqué à trouver, hélas, mais qui est un livre absolument magnifique, et pour toutes les amatrices et les amateurs de chocolat, c'est le livre à avoir lu. Sans ça, vous n'êtes pas un véritable amateur, et Michèle nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, et donc elle va nous révéler un certain nombre de choses qu'il faut savoir sur le chocolat. Avec nous également Annabelle Chachmech. Bonjour Annabelle. Bonjour. Alors Annabelle, on la connaît bien puisqu'elle est sur RCJ, elle fait ses chroniques sur RCJ. Avec bonheur. Avec bonheur et Sandrine Seban, ma consoeur est néanmoins amie dans l'émission culinaire, les petits plats dans les grands. Mais Annabelle est auteure également, auteure de La cuisine juive, paru en 2015 chez Groen Éditeur. Vous avez d'ailleurs fait, je crois, un livre tout à fait semblable, ou en préparation en tout cas, sur la cuisine italienne. Exactement, l'idée de garder ces cuisines familiales et de pouvoir les transmettre, et de transmettre pas des recettes de chef, mais des recettes qui sont véritablement des recettes du quotidien. Il y a beaucoup de chocolat, Michèle, en Italie ? Mais il y en a. Hein. Ah oui. Pas forcément du meilleur. Oui, c'est ça. Oui. Annabelle, on continue avec vous. Vous êtes également l'auteur de plusieurs guides, les guides HIT, alors à entendre ou à lire en tout cas EAT, donc des guides qui se dévorent, et nous pouvons dévorer ou en tout cas connaître les meilleurs endroits pour aiguiser nos papilles à Londres, à Paris, à New York et bientôt à Bruxelles et à Rome. Exactement. Alors, quand je vous ai invité, Annabelle, vous m'avez dit oui, mais finalement c'est un peu compliqué parce que dans la cuisine juive, on n'utilise pas beaucoup le chocolat. C'est juste parce que le chocolat, c'est quand même un produit de luxe, d'une certaine manière, c'est un produit luxueux. Et en Afrique du Nord, c'était très difficile de conserver le chocolat. Et en Europe de l'Est, c'était un produit qui était pour le coup un produit assez cher, donc qui n'est pas forcément utilisé. En revanche, quand on parle de chocolat dans la cuisine juive, alors c'est pas du chocolat à proprement parler comme on l'envisage nous. En revanche, on peut parler de chocolat par exemple pendant les fêtes de Pessah, c'est-à-dire qu'on va remplacer dans certains gâteaux par exemple la farine par de la poudre de cacao. C'est comme ça, nous, qu'on peut envisager le chocolat dans la cuisine juive. Il n'y a pas de vraie recette autour du chocolat, mais ça peut être une aide. Alors, on va parler avec vous, Annabelle, dans un instant, d'autres recettes, de recettes gourmandes, des recettes qui font saliver, des recettes qui font briller les yeux. Et va nous rejoindre dans quelques instants Loranie Nonotte. Loranie Nonotte, qui est une sommelière du chocolat et qui est fondatrice d'Esprit Chocolat. C'est un site internet où vous pouvez aller d'ores et déjà pianoter espritchocolat.com. Mais il y a toujours un commencement à tout. Alors, on va laisser passer les pompiers, puisque nous sommes en direct dans la salle de la mairie, dans une des salles de la mairie. Et quand je dis qu'il y a un début à tout, c'est l'histoire du chocolat. Finalement, Michèle Kahn, ce chocolat, il vient d'où ? Par qui ? Pour qui ? Comment est-il reçu ? C'est facile comme question. C'est très facile, mais alors j'ai deux possibilités. Ou bien je réponds de manière télégraphique, ou bien je déroule tout ce que je veux dire sur Cacao. Alors faites-le comme vous avez envie de le faire, parce que c'est comme ça qu'on aime, nous. D'accord, merci. Alors, je voudrais bien m'excuser de lire mes notes, de recourir à mes notes, mais il se trouve qu'en ce moment,
je suis plongée dans l'écriture d'un roman très absorbant et qu'il y a quelque chose dans ma tête qui fait que je ne pourrais pas retrouver les choses les plus intéressantes à dire, tandis que là, elles sont consignées sur le papier. Alors, avant de vous laisser parler, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que vous êtes en train d'écrire? Juste un mot, vous avez aguiché. Alors, moi, je ne peux pas supporter d'être aguichée et d'être mise comme ça en plan. Un mot pour nous mettre sur la voie, juste. Alors, c'est un petit berger des Grisons. C'est une partie orientale de la Suisse. C'est la plus haute partie d'Europe, presque, sur le toit de l'Europe. Et il a 11 ans, il est obligé de travailler, il est chevrier. Et un jour, il a un accident, c'est-à-dire qu'une chèvre se casse une jambe. Il a un patron qui est un type absolument effroyable. Et il en a tellement peur qu'il n'a pas le courage de l'affronter et qu'il s'enfuit. Il a 11 ans, il va marcher plus de 750 km et il va arriver à Magdebourg. Et là, il entre en apprentissage de confiseur. Et je ne vous raconte pas la suite parce que ça va devenir quelqu'un de très célèbre, ce gamin de 11 ans qui a fui de chez lui. Ben voilà pourquoi on aime Michel Kahn. Hein. Ça, je vous l'avais promis, je l'avais annoncé au départ, mais c'était évident. Donc on attend déjà avec impatience la sortie de ce nouveau roman, parce que là, ça y est, nous on est sur les traces de ce petit berger qui va devenir un grand monsieur, donc visiblement dans la gourmandise. Et on vous laisse donc dans la gourmandise, une autre gourmandise, la gourmandise du cacao. Alors les lecteurs sont toujours très curieux d'apprendre comment les idées viennent aux écrivains. Et je vais donc vous raconter comment j'en suis venue à écrire Cacao. Et si bizarre que cela puisse paraître, c'est dans ma jeunesse strasbourgeoise qu'il faut chercher. Imaginez-vous que j'ai eu des démêlés avec le chocolat quand j'étais enfant. C'était très triste, je n'avais pas le droit d'en manger parce que ça me rendait malade. Et alors, en fait, c'était le lait qui me rendait malade, mais on l'ignorait. Donc, interdite de chocolat, j'allais souvent me promener près de Lille, pour ceux qui connaissent. Il y avait une usine de chocolat, Chocolat Châle, et ce parfum absolument envoûtant m'attirait de façon incroyable. Et un jour, des années plus tard, en 1997, en promenade à Biarritz, c'est ce parfum-là, justement, qui me saute au nez. Je me retourne, je vois un musée du chocolat, où bien sûr je me précipite. Et à l'époque, j'ignorais tout de la confection du chocolat. Bien sûr, je savais que les tablettes ne poussaient pas aux arbres, mais enfin, ça s'arrêtait à peu près là. Et le mot de cabosse, même, le fruit du cacaoyer, cette sorte de gousse géante, ce mot m'était complètement inconnu. Et alors, stupéfaite, je découvre ces superbes fruits aux couleurs flamboyantes, je m'étonne des particularités botaniques du cacaoyer, j'apprends les opérations délicates par lesquelles passent les fèves contenues dans les cabosses. Plus loin, je regarde couler la pâte luisante et veloutée. Moi, j'ai faim déjà. Et, vous me comprenez, je suis définitivement happée par cet univers quand mes yeux tombent sur une petite note qui dit « Ce sont les maranes rescapées d'Espagne et de Portugal qui, au tout début du XVIIe siècle, ont apporté en France, via Bayonne, l'art de faire le chocolat et l'habitude de le boire. » La découverte de ce scoop, c'en était un pour moi, l'introduction du chocolat à Bayonne par des rescapés de l'Inquisition va me permettre de conjuguer 3 passions, c'est l'écriture, le chocolat, puisque entre-temps, j'avais compris que je pouvais en manger du noir et je m'étais drôlement rattrapée, et l'histoire du peuple juif. Et ainsi est né mon roman Cacao. Alors, j'ai entrevu la possibilité d'écrire un de ces romans comme je les aime, fortement ancrés dans la réalité historique. C'est-à-dire que des personnes ayant
existé, effectivement, évolue aux côtés de personnages que j'invente dans le but de mettre les faits réels en valeur. Et les péripéties vécues par les héros sont inspirées de faits authentiques. Il y a aussi, ce que j'aime dans le roman, c'est qu'il révèle l'influence de l'histoire sur les destinées individuelles des gens, et il raconte ce que les archives laissent en blanc, finalement les interstices des archives. Mais avant de commencer à écrire, je dois me documenter puisque j'ignorais tout du chocolat. Alors mes recherches s'orientent vers 3 axes: l'histoire du chocolat, l'histoire de Bayonne et du Pays Basque, et enfin l'histoire de ces fameux chocolatiers juifs. D'abord, je découvre avec stupeur la thèse officielle sur l'entrée du chocolat en France. C'est sans doute celle que vous connaissez. La plupart des ouvrages expliquent qu'il est arrivé en 1615 lors du mariage de l'infante espagnole Anne d'Autriche et du roi Louis XIII. Ne pouvant envisager de vivre sans boire du chocolat, l'infante l'a apporté dans sa corbeille de noces. C'est ce que racontent les livres. Mais à Bayonne, il se dit quelque chose de tout à fait différent. En France, les premières tasses de chocolat ont été dégustées à Bayonne en 1609, soit quelques années avant le mariage de l'infante et du roi Louis XIII. Et c'est parfaitement plausible, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que bien des faits importants survenus en région ont été occultés parce que l'historiographie nationale était alors centrée sur Paris et Versailles. Et donc, le reste n'importait guère. Et alors, la tradition bayonnaise affirme en outre que le chocolat fut d'abord une industrie des Juifs de Saint-Esprit. Qu'est-ce que Saint-Esprit ? Avec une population de plus de 3000 âmes, le faubourg de Saint-Esprit-les-Bayonnes est au XVIIIe siècle la communauté juive la plus importante de France, dénommée la Petite Jérusalem des rives de l'Adour. Les premiers juifs espagnols et portugais sont arrivés en 1474 à la faveur d'un édit de Louis XI qui permettait aux étrangers de venir y demeurer avec la libre disposition de leurs biens. Ils jugent prudent de ne pas faire connaître leur religion et ils vivront longtemps sous le nom de nouveaux chrétiens. Et si les Juifs habitent le bourg de Saint-Esprit, c'est parce que la ville de Bayonne leur a fermé ses portes. Elle n'en voulait pas, mais elle veut bien profiter de leur aptitude au négoce. Défense est faite à ceux qu'on appelle alors les Portugais de posséder aucune habitation ni boutique à Bayonne, d'y habiter ou d'y passer la nuit. Et les contrevenants sont exposés à des peines très sévères. Les Portugais doivent donc quitter la ville de Bayonne avant le coucher du soleil et ils ne peuvent y revenir que le lendemain matin pour y travailler. Ce n'est pas tellement pratique. Ils louent des boutiques dans la ville, mais le commerce du détail leur est interdit. En fait, toutes sortes de vexations, etc., qui ne leur rendent pas la vie très agréable. Mais ils cherchent évidemment à passer outre, ils n'ont pas le droit de faire du chocolat au détail, seulement de le vendre en gros, mais il faut bien vivre, mais ils ont la police sur le dos. Et par exemple, un jour après dénonciation, la police débarque chez un certain Abraham d'Andrade et elle saisit tout son matériel, 3 pierres à faire du chocolat, 2 balances, un mortier avec le pilon de fonte et un couteau, et même du chocolat qui venait d'être fait. Donc vous voyez qu'ils les avaient sur le dos sans arrêt. Bref, nos chocolatiers portugais se débrouillent comme ils peuvent. Ils traversent chaque matin le pont Saint-Esprit, qui est long,
avec leur outillage sur le dos, et ça devait être lourd, mortier, pilon, etc. Et ils vont chez les épiciers ou les particuliers aisés, et ils fabriquent sur place la quantité de chocolat requise. Et petit à petit, les Bayonnais s'habituent si bien à boire du chocolat qu'il se crée un commerce florissant et que des ouvriers chrétiens se font embaucher par des artisans portugais afin d'apprendre cet art magnifique. Alors au début, ça se passe gentiment, mais en 1761, voilà que les chocolatiers bayonnais chrétiens décident de s'ériger en corporation et d'interdire aux Juifs de faire du chocolat, ces Juifs qui le l'ont pourtant appris. Et les chocolatiers juifs font un procès avec de multiples rebondissements qui me passionnent. Et je décide donc de situer l'action de mon roman pendant les années du procès, tout en contant l'histoire du chocolat, et là je vais répondre à vos questions, depuis sa découverte au Mexique en 1519 par le conquistador Hernán Cortés, ce qui valut à l'Espagne le monopole du chocolat. Et elle le gardait depuis près d'un siècle lorsque les Juifs bayonnais l'apportèrent à Bayonne. Malheureusement, les archives de la ville ont brûlé et il n'existe aucune trace des premiers chocolatiers juifs. C'est dommage pour l'histoire, mais tant mieux pour la romancière. Parce que, du coup, j'ai inventé une famille en jouant avec le registre de la vraisemblance. Je me suis documentée sur les tribulations, notamment dans les pays d'Amérique centrale et des Antilles, des Juifs qui avaient fui l'Inquisition. Et c'est en recoupant ces dates et ces traces que j'ai construit mon scénario. Alors, il y avait un autre problème. Comment raconter une histoire qui se déroule sur 3 siècles ? Parce que je voulais donc l'avoir démarré au Mexique en 1519 et se terminer à Bayonne en 1761. Et si j'avais pris le parti pris chronologique, ça risquait d'être quand même assez ennuyeux. Donc, j'ai choisi d'écrire un roman à plusieurs personnages, dont chacun compte par lui-même un roman. Alors, la dynastie des Alvarez Sarmiento, que j'ai inventée, évolue aux côtés de personnages qui ont véritablement existé. On retrouve leur parcours. Nous assistons aux entretiens de l'empereur mexicain Moctezuma et de Hernán Cortés. Nous voyons comment le conquistador, cet homme froid et sans scrupules, au point de se faire passer pour le dieu Quetzalcoatl, comprend aussitôt que l'or germe dans les cabosses. Apparaissent également dans le roman des personnalités bayonnaises comme les maires successifs, les échevins, le secrétaire greffier, l'assesseur, le curé, le député du commerce et bien sûr les maîtres chocolatiers chrétiens. Les 3 principaux personnages de fiction sont ce que j'appelle David, Lune et Pompon. David Alvarez Sarmiento est déjà un vieil homme en 1761. Il vend du cacao en gros, pour ceux qui connaissent Bayonne, dans la rue du Port-Neuf. Il fait le meilleur chocolat de Bayonne dans une échoppe sur la place du Réduit. Et il habite évidemment le bourg Saint-Esprit, où il possède également un entrepôt de cacao. Voilà déjà un certain temps qu'il confie peu à peu les rênes de ses commerces à sa petite fille, l'impétueuse Lune, éblouissante rousse aux yeux bleus. À 32 ans, Lune est encore célibataire, une incongruité pour l'époque, parce que d'autres à son âge sont déjà grand-mères. Mais le cœur de Lune reste brisé par la disparition de son fiancé, parti en mer sur une baleinière.
Et elle deviendra cependant, là je fais un raccourci, malgré son grand âge, l'héroïne d'une histoire d'amour peu banale. Quant à Pompon, lui aussi portugais, c'est un personnage étrange que David a recueilli dans le grenier de sa maison. De son vrai nom, le Nabot, car c'est un nain, il était perdument amoureux de Lune, et la belle jeune femme, et son métier est de prendre les rats. Et il exerce cette activité avec tant de talent qu'il est engagé par le corps de ville, c'est-à-dire les ennemis, et son intelligence, son instruction, sa taille réduite et son activité fouineuse lui permettent alors d'espionner ceux qui complotent contre les Portugais. Mais désireux de laisser une trace de son passage dans ce monde, le malheureux Pompon tient son journal dans un épais cahier, et grâce à ce récit, nous voyons s'agiter les bâillonnés de l'époque, ceux qui ont réellement existé, les Portugais de Saint-Esprit qui célèbrent leur fête, les hauts personnages bâillonnés gonflés de leur importance, mais aussi des sans-grades, tels Fleur d'Orange et la Violette, nettoyeur de canaux, ou encore une crieuse de vieux chapeaux. Pompon rapporte fidèlement ses découvertes au vieux David, avec lequel il forme un duo solide, chacun a sauvé la vie de l'autre. Et David est savant, il lit des livres, Pompon est clairvoyant, son instinct le guide, comptez sur lui pour apparaître là où on ne l'attend pas. Et lorsque défense est faite aux Portugais de faire du chocolat, David Alvarez décide de plonger dans ses souvenirs afin de prouver à tous qu'on se plaît à les persécuter sans autre raison que d'accaparer le marché. Et il prouve que ses ancêtres ont bel et bien été les premiers à fabriquer le chocolat en France. Grâce à un procédé que je ne révélerai pas par égard pour les lecteurs de cacao, David entre en communication avec les morts et il assiste au passé de ses ancêtres comme s'il vivait parmi eux. Il voit comment, et nous aussi, son aïeul Juan Sarmiento devient un compagnon de Cortés, comment sa grand-mère Léonore, née à Mexico, s'établit à Bayonne en 1609, la fameuse date, en même temps qu'un certain Moïse Alvarez, avec lequel elle fait du chocolat, comment leur fils Jacob part en 1666 à Saint-Domingue pour y planter une cacaoyère, et comment David, enfin, né à Saint-Domingue, vient à Bayonne pour apprendre le métier de chocolatier et s'y établit. C'est ma dernière page. Il y a aussi un certain Adrien Gaspard, dont le destin plus qu'étrange se couronne par une histoire d'amour exemplaire. On voit deux êtres s'aimer, non pas pour ce qu'ils représentent, mais pour leur personnalité profonde. Et pendant ce temps, dans le Bayonne du XVIIIe siècle, chacun vaque à ses occupations. Le cœur de la ville est resté absolument identique à ce qu'il était alors, et il m'a été facile de reconstituer les déplacements, les promenades ou les errances des uns et des autres. Et si bien que nous suivons les personnages, mais je voulais encore vous dire que le XVIIIe siècle, très intéressant pour un romancier, est un siècle charnière. Il sort à peine du Moyen-Âge, mais c'est aussi le siècle des Lumières. En 1761 paraît d'ailleurs l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dont un des premiers lecteurs est notre David. En 1766, le capitaine Louis-Antoine de Bougainville prend le départ pour le premier tour du monde français sans savoir qu'une femme se cache à bord. Et je reprendrai plus tard cette histoire extraordinaire en 2014 dans La clandestine du voyage de Bougainville. Donc la dualité du XVIIIe siècle perce à travers l'histoire du procès des chocolatiers
Il annonce aussi le décret qui, en 1791, accordera l'égalité des droits aux Juifs de France. Et pendant ce temps, s'élabore ce fameux chocolat de Bayonne, célèbre pour son arôme, sa saveur, sa teinte ambrée, qui deviendra l'un des plus beaux fleurons du patrimoine français. Michel, merci infiniment pour cette lecture de Cacao, qui est une lecture évidemment raccourcie, mais nous sommes dans un festival qui s'appelle Festival Quartier du Livre. Donc quand vous avez une romancière à vos côtés, eh bien cette romancière, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien elle vous raconte des romans, et voilà. Donc on est rentré un tout petit peu derrière, c'est le Deux ex machina, donc on a regardé le derrière du décor, et qu'est-ce qu'on voit dans le derrière du décor ? Il y a de la réalité, il y a du travail, il y a de l'histoire. C'est fascinant parce qu'il y a même un côté psychanalytique dans votre démarche, parce que vous dites au départ que vous n'aviez pas le droit de manger de chocolat. Donc on a vraiment le sentiment que vous domptez quelque chose qui a pris le pas sur vous en allant au plus profond de l'histoire du chocolat et en disant « Ok, c'est moi qui ai la main maintenant ». Et c'est fascinant de voir à quel point vous avez travaillé le concept en disant « Ok, je sais tout, et non seulement je sais tout, mais je mange maintenant. Je mange le chocolat maintenant. Je me goinfre de chocolat. C'est fascinant. Notre amie Laura Dinonote, qui vient de loin pour ce festival Quartier Livre, nous a rejoint. Vous êtes sommelière, ou sommelier, je ne sais pas comment on dit. Est-ce qu'on dit sommelier ? On peut dire sommelière. Sommelière du chocolat. Alors d'abord, vous allez nous expliquer ce que c'est que sommelière du chocolat. Et puis, Annabelle, je voudrais que tu me parles de la transmission. Parce que le chocolat, c'est une histoire de transmission. Et on le voit très bien avec le roman Cacao de Michel. On va peut-être le voir aussi dans les explications qui vont nous être données tout de suite par une sommelière du chocolat. Moi, j'aime pas du tout le vin. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime le vin. Donc, les sommeliers, bon, je veux dire, c'est tout. Mais une sommelière du chocolat, là, effectivement, là, vous nous piquez. Et c'est vrai que le chocolat, c'est des histoires de transmission. Mais comme vous m'avez parlé, Paul, de cette émission et de cette conférence, instantanément, j'ai pensé à Lauranie dans le sens où c'est une personne qui va, comme un sommelier avec du vin, savoir vous expliquer toutes les spécificités d'un chocolat. Mais de façon très précise, c'est-à-dire qu'elle a une connaissance aiguë de tous les chocolatiers de Paris, enfin, de plein d'autres chocolatiers même. Et il y a une façon très... pour moi, c'est passionnant, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une vision très pratique, madame une vision très historique, et Lauranie, elle va avoir une vision très gustative. Et c'est vrai que le chocolat, que ce soit de façon historique ou que ce soit de façon gustative, il y a une vraie transmission dans le sens où même dans les ateliers de chocolatiers, il y a ce concept de transmettre à ces... Il y a un compagnonnage. Bien sûr, mais comme dans beaucoup de métiers du goût, il y a un vrai compagnonnage. Et c'est vrai que oui, on transmet des techniques parce que c'est des recettes ancestrales, parce que chaque chocolatier a des particularités et que oui, il y a un vrai côté de transmission. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des recettes aussi autour du chocolat. Et les recettes, c'est la transmission. Les recettes, c'est on donne autre chose que des ingrédients, un temps de cuisson et un gâteau à la fin. On donne une histoire. On donne une histoire et il y a parfois du chocolat dans des recettes dont on ne s'attend vraiment pas. Par exemple, dans des recettes de plats mijotés, de viande mijotée, par exemple, quand vous faites un bœuf bourguignon ou une carbonade ou des plats comme ça, moi, souvent, je mets un carré de chocolat à la fin pour lier ma sauce. En fait, vous n'aurez pas le... Non, mais c'est vrai. Non, mais je vous regarde les deux, je suis fascinée. Là. Je veux dire, c'est vrai. Tout le monde va le faire. Tu nous mets l'eau à la bouche, Annabelle. Quand vous faites cuire ou du vin ou de la bière assez longtemps, vous avez quand même une sorte d'amertume. Et en fait, l'amertume va être... Enfin, le carré de chocolat ou les deux carrés, parce que ça va, on est détendu, voilà. Les deux carrés vont vous casser cette amertume en y rajoutant un peu de... C'est une recette que vous avez trouvée ou c'est en essayant ? Moi, c'est un chef qui m'en avait parlé. Mais au Mexique, on cuisait du dindon et du chocolat. Ouais, mais ça m'étonne pas.
Donc il y a Oui, des... la première recette de cuisine au chocolat, enfin au cacao en fait, c'était pas au chocolat, c'était au cacao, effectivement, c'était au Mexique, ça s'appelle le mole poblano, ça existe toujours, ça se fait à Puebla, qui est une ville du Mexique, et c'est une recette d'Inde, volaille, qui a été adaptée évidemment au fur et à mesure, au fil des siècles, mais qui est une préparation de volaille, et dans la sauce, on met du cacao en poudre, qui est utilisé comme un aromate en fait, comme on pourrait mettre alors des épices, de la cannelle ou du poivre tout simplement. Alors, Lauranie, moi je veux tout savoir. Voilà, alors là, vous partez pas sans tout nous avoir dit. D'abord, comment est-ce qu'on devient sommelière du Je chocolat? ne peux garder aucun secret ce Rien. soir. Alors rien, ce soir c'est rien. Il y a une école. Il y a une école de sommelier. Comment est-ce qu'on devient sommelière du chocolat? Alors, il y a pas on parlait vous parliez de transmission il y a quelques secondes, minutes. C'est vraiment, moi ça a été ma motivation pour faire ce métier. À la base, je m'appelais dégustatrice de chocolat, puis voilà, petit à petit c'est devenu la sommellerie du chocolat. Mais la notion de transmission aux autres, transmettre sa passion, transmettre les connaissances, transmettre de l'histoire, c'est ce qui nous anime toutes, je pense, hein, chacune dans notre registre, mais ça a été vraiment ça le déclic, c'était que je partageais toutes mes découvertes avec mes amis au départ, mes collègues, mes clients, puis voilà, à un moment donné c'est devenu un métier. Sommellerie parce que en fait il y a vraiment des parallèles entre le vin et le chocolat, à la manière d'un sommelier qui va rencontrer les vignerons, qui va ensuite sélectionner les vins et qui va les proposer en accord avec des plats. Moi j'ai travaillé de la même façon en allant rencontrer les chocolatiers ou même les producteurs de cacao, et en proposant le chocolat non plus tout seul, mais en accord avec des vins, des alcools, du thé, et même avec des fromages. Voilà, donc intégré vraiment à la cuisine, quoi. Donc on revient à ce qu'on vient de dire, en fait. Voilà, la boucle est bouclée. Alors, vous avez appris comment? Est-ce que vous avez appris chez un chocolatier? Donc, est-ce que vous avez fait un apprentissage chez un chocolatier? Comment est-ce que vous avez pu lui expliquer à ce chocolatier que vous vouliez ajouter à son chocolat peut-être des recettes, puisque vous expliquez que eh bien, ça peut se déguster avec un certain nombre de choses ou se boire avec un certain nombre de choses. Puis après, on va arriver dans le corps du métier, si je puis dire. Qu'est-ce que c'est que les différences entre des chocolats, chocolat au lait, chocolat noir? On dit qu'un vrai amateur de chocolat... Quand tu es amateur de chocolat... Voilà. Chocolat au lait. Je suis pas d'accord. Voilà, c'est bien. On va se battre. Tu fais exprès. Moi, je dis que parfois certains parlent politique et ne sont pas d'accord. Quand les désaccords portent sur le chocolat au lait, le chocolat noir, moi, je pense les filles qu'on est dans le dur là. Ça devrait bien se Donc, passer. d'abord, comment est-ce que vous avez appris? Alors, j'ai pas appris chez un chocolatier. C'est un métier qui est pas facile à apprendre parce que ça demande beaucoup de dégustation. Donc j'ai passé mon temps, j'ai passé de longues années à tester les chocolats. En fait, c'est venu par intérêt pour le goût. Moi, j'aimais bien. Vous mangez que du chocolat, rassurez-moi, parce que vous avez une taille de guêpe. Donc à un moment donné, il n'y a pas de mystère, quoi. Il y a autre chose. Je commence à la perdre. Non, mais en fait, le processus, c'est que le goût, c'était quelque chose qui m'intéressait. Les associations de goût, les associations de saveurs, découvrir des nouvelles choses. Et puis le chocolat, c'est un produit que j'aimais bien, juste par intérêt personnel, par appréciation, quoi. Et donc, dès que j'allais en week-end quelque part en vacances, j'allais rencontrer le chocolatier local, je goûtais, je dégustais, j'achetais des petites recettes un peu étonnantes. Deschamps à Honfleur qui faisait une ganache à la pomme sur une gelée d'absinthe. Voilà, ce genre de truc qui était complètement fou. Et voilà, donc je commençais à découvrir toutes ces petites choses-là. C'était il y a longtemps, hein, parce qu'on n'est pas très jeune. Il y a une petite quinzaine d'années, je pense. Et plus je découvrais, plus je me rendais compte qu'il y avait une histoire derrière chaque chocolatier, qu'il y avait une histoire derrière le chocolat, parce que le chocolat, c'est du cacao, ça vient de toutes les plantations qui se trouvent sur la ligne de l'équateur, et en particulier alors, au Mexique, au Venezuela, au Guatemala. Là, ce sont vraiment les berceaux du cacao. Et voilà, et donc plus je découvrais de choses, plus j'en apprenais, plus je me disais, c'est super, moi j'apprends plein de trucs, mais il faut que je partage. L'intérêt, c'est de pouvoir le partager, c'est de pouvoir le faire déguster à un ami, une copine, et pouvoir en profiter ensemble et se dire, c'est vraiment super, c'est vraiment dingue ce truc. Donc moi, je me suis formée à la base comme ça en goûtant, donc j'ai travaillé mon palais. Après, j'ai fait des formations à l'analyse sensorielle sur le cacao à Montpellier. Il y a un institut qui s'appelle le CIRAD, qui est vraiment un institut de recherche et qui est dédié à la recherche sur toutes
tous les produits exotiques. Voilà. Et donc le cacao fait partie puisqu'il pousse en milieu tropical. Et puis ensuite, pour compléter ça, j'ai commencé à travailler avec un sommelier. Donc on s'est rendu compte qu'on avait la même approche sur le cacao, le chocolat et sur le vin. Et du coup, on a mis en commun nos compétences, nos connaissances et notre passion. Et on a commencé à travailler sur les accords vin et chocolat. Puis après, moi, ça m'a amené à travailler avec du champagne, avec des spiritueux. Aujourd'hui, je travaille énormément dans le cognac. Voilà, donc que des choses délicieuses, en fait. Et concrètement, dans votre métier, à qui vous avez affaire? À des entreprises pour des conventions ou pour lier des cadres? C'est très à la mode maintenant de réunir son staff en disant on va partager quelque chose de fort. Alors, il y en a qui, j'ai fait dire, il y a des crétins, je l'enlève, qui font du saut à l'élastique. Non, je sais pas très bien ce qu'on partage quand on saute à l'élastique, quoi. Mais bon, voilà. L'adrénaline. Donc, il peut y avoir, c'est ça, des sauts à l'élastique, mais il peut y avoir peut-être des dégustations de chocolat parce que là, on est assis, il y a quelque chose de très convivial finalement dans ce que vous êtes en train de dire, et en même temps c'est presque chirurgical, c'est précis, c'est clair et c'est net. Oui, alors effectivement, je propose des dégustations pour des entreprises. J'ai aussi une offre de chocolate tour dans Paris, donc des visites de chocolatiers, de boutiques de chocolatiers en tout petit groupe, hein, c'est vraiment privatif. Mais oui, effectivement, c'est du partage, c'est du voyage aussi. Je reviens à la notion de transmission parce que ce sont pas juste les recettes que les chocolatiers vont transmettre à leurs apprentis. Voilà. Ce sont aussi les méthodes traditionnelles qui se transmettent de génération en génération dans les plantations de cacao. Parce qu'il ne faut vraiment pas oublier que le chocolat vient du cacao, qui vient, comme je disais, de pays tropicaux. Donc, je parlais du Mexique, mais au Vietnam aussi, il y a des plantations de cacao, au Venezuela, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, etc. Et la transmission, elle commence là. C'est-à-dire expliquer comment on fait fermenter le cacao, ou même comment on le récolte, tout simplement, à la main, à la machette. Donc il y a une technique, il y a une façon de le faire. Donc ensuite, on le fait fermenter, on le fait sécher au soleil, on le retourne. Il y a même des danses qui sont associées au séchage du cacao. On va le faire torréfier, donc griller comme le café. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi de la transmission. Et du coup, ça fait voyager forcément, parce qu'on ne sait pas. Et ça se fait comme ça jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. D'accord, oui. y a pas, c'est pas industrialisé, c'est pas, c'est la main de l'homme, Anaëlle? Là, il y a des industries du chocolat, mais bon, quand on est vraiment amateur de chocolat, c'est pas ces chocolats-là qu'on va goûter vraiment. Mais il y a vraiment, et je suis tout à fait en phase avec ce que dit Lauranie, c'est-à-dire que il y a une vraie transmission. Là, pour mes guides, je reviens de Bruxelles où le chocolat, c'est une religion presque. Et c'est vrai que les chocolatiers que j'ai rencontrés, qui sont des chocolatiers de nouvelle génération, enfin qui sont plus vraiment tant à l'ancienne que ça, c'est-à-dire qu'il y a des anciennes manufactures, mais il y a aussi des très jeunes chocolatiers qui se montent avec une vision très novatrice du chocolat, dans le sens où, par exemple, Laurent Gerbeau, qui est un chocolatier passionnant, mais c'est un personnage. Un maître. Ouais, et puis il va faire des associations qui sont intéressantes, parce qu'on peut aussi tomber, moi j'ai vu des trucs qui étaient quand même un peu surréalistes, qui sont intéressants pour le grand public, mais ça va trop loin, par exemple des ganaches au camembert ou des choses comme ça qui sont moins passionnantes et moins... C'est plus anecdotique. Ouais, voilà. C'est ça. Alors que Laurent Gerbeau, c'est quelqu'un qui est déjà reconnu par son pays parce qu'il travaille beaucoup avec le gouvernement belge, avec le roi... Le roi, et il accompagne souvent le roi dans ses voyages à l'étranger. Et du coup, il a une conscience d'épices, il a une conscience de plein de trucs. Et il fait des tablettes qui sont ultra intéressantes, hein. Mais vraiment. J'ai ramené une tablette de chocolat au cumin, par exemple, ou un chocolat à la bergamote, qui sont vraiment... mais il travaille beaucoup les poivres aussi. C'est ça. Ouais. Michel, quand vous entendez parler nos amis, ça vous parle cette histoire de transmission? Parce qu'elles en parlent beaucoup, et on n'est plus dans les siècles que vous évoquiez, mais on est au 21e siècle avec de jeunes chocolatiers. Oui, alors... Et ça parle compagnonnage, ça parle transmission, un maître, disait notre ami. C'est les mots que vous employez finalement dans Cacao. Est-ce que vous comprenez ce mot
de transmission dans leur bouche. C'est le même? Et oui, tout à fait, parce que je suis membre du club des croqueurs de chocolat, et là, on parle le même langage que vous. Et j'ai un exemple qui me trotte en tête. J'ai malheureusement oublié le nom de ce chocolatier, mais qui fait des créations très intéressantes, avec uniquement des produits qui poussent dans un énorme jardin pour lequel il a engagé spécialement un jardinier. Et par exemple, j'ai dégusté un chocolat absolument exquis qui était au lichen de tronc de poirier, pardon. Au lichen Intéressant. Et c'était vraiment sublime. Non mais vous savez, il faut pas nous dire des trucs comme ça parce que là, on On en veut a pour goûter. 15 jours, on va chercher le truc, on va pas comprendre d'où il vient, ça va être très compliqué pour nous de rester là-dessus comme ça. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon chocolat et un moyen chocolat et un pas bon chocolat? Parce que pour moi, ils sont tous bons. Ah non. Ah non. Non, alors il y a quelques repères, critères visuels, olfactifs, gustatifs. Donc le visuel, souvent, c'est surtout que le chocolat soit brillant. Parce que le chocolat, une fois qu'il est travaillé, en fait, il y a des courbes de température à respecter. Donc il faut le monter en température, le baisser, le remonter. Enfin, c'est quand même technique, c'est un peu de la chimie. C'est pas extrêmement compliqué, mais ça demande quand même de la rigueur. Donc si ça, c'est pas respecté, ben, notre chocolat, il sera pas brillant, il sera peut-être pas très lisse. Et puis, il va blanchir plus facilement. Enfin voilà, donc il va perdre aussi en termes de texture, il va perdre du fondant. Donc ça c'est important, qu'il soit brillant, qu'il n'ait pas d'aspérité. Ça veut dire qu'il y a des petites bulles d'air, donc qu'il n'a pas été bien malaxé, bien conché. Et puis après, au niveau des arômes, alors je fais souvent le parallèle avec le vin. Je suis désolée, c'est un peu ma référence, mais dans le vin, on va d'abord chercher les défauts. Les œnologues, c'est ça leur job, c'est d'abord de vérifier que le vin n'a pas de défaut. Et bien dans le cacao, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on récupère les fèves fermentées, ou même avant fermentation, on va les trier pour s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut. Les défauts, ça peut être une odeur de moisi, ça peut être une odeur trop végétale, trop verte. Voilà. Et donc après fermentation, après toutes les étapes de post-récolte, on va s'assurer qu'il n'y ait pas ces défauts. Et donc dans le chocolat, normalement, on ne doit pas retrouver ces défauts. Mais voilà, s'il y a une odeur chimique, s'il y a une odeur trop fumée, trop marquée, comme je disais, une odeur de moisi, de sous-bois qui est trop prononcée, qui n'est pas équilibrée, c'est qu'a priori, il n'est pas bon. Et puis la texture aussi, un chocolat qui est trop cassant, probablement c'est qu'il n'a pas été, bien traité ou qu'il a été mal conservé au chaud, au froid, qu'il a subi des variations de température, etc. Alors, pour régler... Il y a Pardon. même des trucs, enfin, il y a même des goûts qui sont... moi, j'ai vécu un truc il n'y a pas très très longtemps aux États-Unis, une marque de chocolat qui est quand même super reconnue à New York, qui s'appelle Mast Brothers. Je suis désolée, hein, parce que c'était tellement ridicule. C'est vraiment une marque qui est dans une démarche très... artisanale, très truc. Et comme il y a quelqu'un qui m'est proche, qui adore le chocolat, je dis je vais acheter une tablette, ça va être très sympa. Le mec était là, il faisait une déguste et tout, c'était génial. Donc j'achète la tablette et après il me dit, est-ce que vous voulez goûter? Oui, mais carrément, merci beaucoup. Ok, j'ai goûté un carré basique de chocolat au lait de chèvre. Mon faciès a changé. C'était effroyable. C'est parce que tu es très expressive. Non, mais c'était vraiment pas bon, quoi. Alors d'abord, pour régler le contentieux entre vous deux, chocolat noir, chocolat au lait, si on aime le chocolat au lait, on est un amateur de chocolat ou on est juste un faux amateur de chocolat? Alors, le chocolat noir, c'est, on va dire, une tablette à 70% de cacao. C'est 70% de beurre et de pâte de cacao, donc matière grasse. De beurre de cacao, voilà. Beurre et masse de cacao, donc matière grasse, matière sèche. Parce qu'une fève de cacao, elle est composée de ces deux matières. Voilà, à peu près à moitié-moitié. Donc en fait, le processus, c'est que quand on récupère la fève, une fois qu'elle est prête, on va l'écraser. Je simplifie, hein, mais on la broie, on en fait... Alors soit on sépare, on va faire simple, on broie la fève, on sépare la matière grasse, beurre de cacao, la matière sèche, j'en ai dans mon petit sac, je vous montrerai tout à l'heure. Matière grasse, beurre de cacao, matière sèche, pâte de cacao. On remélange ces deux matières, on rajoute du beurre pour que ça soit onctueux, et on rajoute du sucre, ça fait du chocolat. Donc le chocolat à 70% de cacao, c'est du beurre et de la masse de cacao, et les 30% restants, c'est du sucre. Le chocolat au lait, on va dire 40% de cacao, c'est 40% de beurre et masse de cacao, et le reste, c'est du sucre et du lait. Et chocolat blanc, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est 20% de beurre de cacao uniquement, il n'y a pas de masse de cacao, c'est pour ça que c'est blanc. Et le reste, c'est du lait et du sucre. Donc dans les trois types de chocolat, on a du cacao.
Mais on a plus de beurre de cacao dans le chocolat au lait et le chocolat blanc, ce qui fait que ça lui donne plus de gras, un peu plus d'onctuosité, puis il y a le lait, il y a le sucre, etc. Le chocolat noir, c'est le moins sucré. Alors, c'est pas forcément le moins gras, parce que même si on met pas de lait, il y a quand même du beurre de cacao, mais c'est celui qui contient la matière la plus noble, on va dire, dans le cacao. La matière noble, c'est la masse, c'est la partie sèche. C'est ce qui donne le goût, c'est ce qui donne l'odeur, c'est ce qui donne la couleur. Néanmoins, on peut tout à fait avoir un chocolat au lait. Je pense à Stéphane Bonnat, que tu connais comme moi, qui fait un chocolat au lait de Java. C'est une secte, leur histoire. Non, c'est une secte. De temps en temps, il y a un nom. On vous donnera nos bonnes adresses. Secte, J'arrive quand même à suivre. Oui, oh, moi aussi, bien mais sûr. on se dit, on n'en est pas, quoi. C'est clair que... Bon. Non, mais qui fait un chocolat à 65% de cacao, c'est un chocolat au lait. Donc qui est forcément très puissant en cacao, avec un cacao qui a une aromatique très particulière, avec des notes un peu épicées, un peu fumées, typiques de l'Asie du Sud-Ouest. Et moi, je le fais déguster à l'aveugle. Parfois, les gens ne savent pas que c'est un chocolat au lait. Parce que les arômes sont tellement puissants et c'est un chocolat qui est onctueux sans être gras. Donc on ne s'imagine pas forcément que c'est un chocolat au lait. Est-ce qu'on reconnaît la provenance quand on est à l'aveugle? On reconnaît... Oui, elle est capable. Vous reconnaissez un chocolat qui vient du Brésil, un chocolat qui vient du Vietnam ou un chocolat qui vient Il y a des typicités par zone, je disais, notes épicées ou fumées typiques de l'Asie du Sud-Est. Madagascar, c'est fruité. On va très, très, très rarement avoir des notes végétales ou des notes fumées. Alors ça, jamais à Madagascar. L'Équateur, c'est très floral. Équateur, c'est floral. Voilà. Donc, sont des notes très légères, très aériennes, très volatiles. Ça, c'est typique de l'Équateur. Donc oui, on arrive quand même, pas toujours, mais on a quand même des grands repères comme ça qui permettent de ne pas se tromper. Annabelle, est-ce que le chocolat a des vertus? Oui. Alors j'imagine, je ne le sais pas précisément, mais oui, je pense, parce que moi, je me souviens quand j'étais étudiante, je buvais beaucoup de chocolat chaud et j'en mangeais énormément en période d'examen. Donc j'imagine qu'il doit y avoir inconsciemment un côté très... tu sais mieux quoi, non? Oui, c'est à la fois nourrissant. Si vous avez un petit creux, au lieu de manger un Kinder Bueno, ça m'arrive parfois, on peut prendre un petit carré de chocolat avec un fort pourcentage de cacao, parce que du coup ce sera plus riche. Moi je prends même du 99 ou du 100%. Très très amer. C'est horrible. C'est pas toujours amer. amer. Non, je vous parlais de Madagascar. Madagascar, on a des cacaos qui sont très acidulés, très fruités. Si on met 80 ou 95% de cacao de Madagascar, on va avoir une pâte qui sera plus acidulée, voire acide, donc pas forcément agréable, mais pas amère du tout. Mais on peut avoir, là j'ai justement, qu'est-ce que c'était? Ça doit être un 100%, justement de chez Atelier C dans le 12e. Voilà, c'est un Madagascar, mais d'une plantation très spécifique, etc. Du coup, c'est ni amer, ni trop acide, voilà, mais c'est quand même assez puissant, hein, c'est pas très fondant du coup. Alors, ça cale. J'ai lu qu'il y avait aussi des propriétés pour les gens qui sont cardiaques, qu'on pouvait en prendre. Oui, parce que le chocolat contient des antioxydants. Voilà, c'est ça. Alors, moi j'ai lu dans les romans érotiques du XVIIIe siècle que c'était aphrodisiaque. Mais il n'y a que toi pour lire ça. Ok, c'est une secte. C'est aussi, d'accord. La légende vient du fait que le cacao, à l'époque des Aztèques... Vous aurez noté le terme la légende. Hein. La légende. Non, moi je dis ça, je dis rien, mais bon, c'est la légende. Sur les aliments aphrodisiaques, il y a toujours des légendes quand même. Donc, moi, je veux pas casser le mythe. Hein. C'est une belle histoire. Il venait d'où, pardon, parce que je vous ai interrompu. Mais en fait, c'est que le cacao était bu sous forme de boisson, donc on broyait la fève directement, on la mélangeait à de l'eau et des épices, et c'était surtout les épices, les poivres, qui, eux, pouvaient chauffer un petit peu l'organisme, et donc, voilà, avaient ces propriétés aphrodisiaques. Mais le cacao en lui-même, il y a eu pas mal d'études quand même qui ont été faites, notamment par Michel Borel, je ne sais pas si vous devez le connaître, Michel.
qui est un chercheur, un scientifique, et il n'a jamais réussi à démontrer que le cacao était aphrodisiaque. Donc, Alors, désolée, on a dit également du cacao, ou du chocolat en tout cas, que c'était un antidépresseur, c'est-à-dire que ça permettait de retrouver un peu la pêche et que quand on avait un petit coup de mou, un petit carreau de chocolat et ça pouvait à peu près repartir. Alors, on n'a pas dit du tout que c'était un médicament extrêmement efficace contre la dépression nerveuse, qui est une vraie maladie, mais il paraît qu'il y a un effet sur les humeurs en tout cas. En fait, le cacao contient de la théobromine, donc qui est à la fois un excitant, mais qui à la fois va agir sur l'hormone du plaisir. Et donc, c'est pour ça que le cacao, c'est... quand même, il y a une chocolat. hormone du plaisir, on y arrive. Non, parce que... On y vient doucement. Non, parce qu'on me dit, mais non, le mythe, la légende, etc. On me renvoie à mes romans érotiques du 18e en disant, il n'y a que toi pour les lire. Et puis d'un coup, soudainement, voilà une hormone du plaisir. On fait monter la tension doucement. En douceur. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va consommer du cacao quand on a un petit coup de stress, quand on est un peu KO au bureau, voilà, ou qu'on a on a besoin d'être boosté, quand on a une petite baisse de morale. Alors il y a à la fois les effets physiologiques, je vais dire, et à la fois les effets psychologiques. Le chocolat, c'est quand même associé à des moments de bonheur, des moments de partage en famille. Noël, Pâques, enfin voilà, le chocolat, c'est fête de famille, c'est Saint-Valentin, donc c'est lié quand même à l'amour, au bonheur. Et donc forcément, le chocolat, c'est un produit qui est associé à ça. Donc quand on a envie de quelque chose qui fait du bien, on va aller vers le chocolat. Michel, dans le roman Cacao que vous avez écrit, on boit du chocolat ? Ah oui, à l'époque, c'était un breuvage. Mais on n'en mange pas. Voilà, c'était sur ce point que je voulais... Oui. Quand est-ce qu'on a commencé à manger du chocolat ? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on a commencé à se dire, finalement, cette boisson, on pourrait peut-être essayer d'en faire autre chose et on le mange, hein ? On ne le sait pas exactement, mais par exemple, on a un texte de Stendhal, je crois que c'était 1830, qui dit que quand il va à Bayonne, il achète un morceau de chocolat. Malheureusement, je ne retrouve pas le nom qu'il employait, mais là, on voit bien que c'est... Ça se mange, solide. Oui. Mais sinon, c'était une boisson il dit de ce fameux chocolat de Bayonne. Est-ce que c'était cher à l'époque ? Ça coûtait cher ? C'était un produit de luxe ? Parce que c'était un produit de voilà, luxe. on a commencé avec Annabelle qui nous disait finalement, dans la cuisine juive, on n'en retrouve pas beaucoup parce que d'un côté, on ne savait pas le conserver, puis de l'autre côté, on n'avait pas d'argent et c'était un produit de luxe. Donc ça a toujours été un produit de luxe. Mais oui, puisque ça venait de très loin. Donc le prix du voyage et ça a toujours été un produit de luxe. Oui. Alors une dernière question. Sauf, excusez-moi, mais à Bayonne justement, où c'était vraiment entré dans les mœurs, parce qu'on le sait par les inventaires après décès. Et par exemple, après le décès d'un pêcheur, on a trouvé chez lui une chocolatière en étain. Et donc il y avait aussi des chocolatières en métal différent selon le degré social. Quand on ne fait pas partie de votre secte et qu'on va au supermarché pour faire plaisir aux enfants, on se dit tiens, on va acheter du chocolat pour le goûter. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans nos supermarchés des chocolats qui sont de vrais chocolats ? C'est-à-dire qu'on peut donner... Alors, on a cité des marques depuis tout à l'heure, hein, donc on peut continuer. Mais quand on voit par exemple que si on prend la marque Lindt, il y a ce qu'on appelle l'atelier. Alors, vous avez 18 numéros de l'atelier. Il y a le 3, le 4, le 5, il y en a un qui est épicé, il y a l'autre qui est corsé, etc. Alors moi, si j'ai un bon conseil à vous donner, le supermarché, il n'est pas plus loin que la bouche de métro. Vous prenez le métro et vous allez chez un vrai chocolatier. Donc on est fâché avec Lindt, c'est ça que tu es en train de dire là. Enfin Lindt est encore pire que les autres parce que là. D'accord, donc on est fâché avec Lindt. Mais il y a même des pâtissiers. Enfin, il y a des chefs et des pâtissiers. Moi, pour moi aujourd'hui, mon plaisir. Il y a deux maisons que j'aime particulièrement, qui sont la Mère de Famille, qui est une des maisons, qui est un des chocolatiers les plus anciens de Paris. Et étrangement, il y a une autre adresse qui est juste pour moi la meilleure en termes de chocolat. Et honnêtement, je peux traverser Paris pour m'asseoir 2 minutes, prendre un chocolat chaud avec ce qu'ils appellent eux leur 4 heures, qui est un petit pain au lait avec la tablette de chocolat comme quand on était petit. C'est chez la chocolaterie de Cyril Lignac. C'est sublimissime de goût et ça ne coûte pas plus cher. Le 4 heures, il coûte 2,95 €, je crois, ou pas plus de 3 €. Et le chocolat chaud, il est parfait.
parfaitement assaisonné, avec des petites épices et tout. Mais je préfère mettre un peu plus cher et avoir un truc incroyable que d'aller me taper la tablette pas bonne. Non, enfin moi je peux pas. Ah, c'est plus nuancé de ce côté-là de la table. On sent la petite nuance là, tout de suite. Non, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Premièrement, quand on achète du chocolat, déjà il faut bien avoir conscience de tout ce qu'on a évoqué là, c'est-à-dire que le chocolat, il a fait un long chemin avant d'arriver jusqu'à nous. Il a commencé à plusieurs milliers de kilomètres, il a demandé plusieurs semaines de transformation. Je parlais de la fermentation, c'est 1 semaine. Je parlais du séchage, c'est 3 semaines. Je parlais de la torréfaction, ça peut aller jusqu'à 3 jours. Et après, il y a encore différentes étapes de transformation. Donc le chocolat, on ne claque pas des doigts comme ça, on récolte notre cabosse et hop, ça y est. Donc ça demande du temps, ça demande de l'humain, ça demande de la précaution. Et donc on ne peut pas acheter sa tablette 1 € au supermarché, c'est pas logique. Il y a forcément un problème quelque part si c'est le cas. Après, moi je serais moins radicale que toi parce que typiquement, voilà, Lindt, d'autres marques. Oui, il y a Suchard, il y a Kinou. Enfin voilà, c'est les publicités qu'on voit quand on est à la télévision. Bien sûr, c'est les Nestlé, c'est tout ce qu'on peut voir. Alors, ils ne sont pas toujours très transparents sur l'origine de leur cacao, sur la façon dont ils font travailler leurs producteurs dans les pays producteurs, etc. Mais ils ont au moins le mérite, à un moment donné, de, on va dire, éduquer, démocratiser la notion de pure origine. Voilà, parce que jusqu'à il y a quelques années, la pure origine, on ne savait pas forcément ce que c'était. Lindt, quand il propose une tablette Madagascar, une tablette Côte d'Ivoire et une tablette Venezuela, on se rend compte que c'est différent d'un pays à l'autre. Donc c'est déjà, pour moi, une première étape. Et de toute façon, je pense que ce sont les plus gros qui feront bouger les choses parce qu'ils ont plus les moyens que les petits. Cela dit, ça n'empêche pas, et au contraire, de mélanger, d'aller tester l'un et l'autre et de se faire son propre goût. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir autre chose dans sa tablette que du beurre de cacao, de la poudre de cacao, du sucre, du lait si besoin, et éventuellement de la vanille. Je ne parle pas d'arôme, mais je parle de vanille naturelle. Voilà, et c'est tout. S'il y a autre chose, on laisse tomber. Voilà, il n'y a pas de matière grasse végétale. Voilà, c'est ça. Une toute dernière question avant de conclure. Toujours dans notre supermarché, toujours avec l'envie de faire plaisir aux enfants, vous avez du chocolat à déguster ou à manger, vous avez le chocolat à cuisiner. Qu'est-ce que c'est que la différence entre du chocolat à cuisiner et du chocolat à grignoter, à manger, à offrir aux enfants? Souvent, c'est que le chocolat à cuisiner va contenir un peu plus de beurre de cacao pour être plus fluide et plus facile à travailler en pâtisserie, parce qu'il est fait pour ça. Donc c'est pas du marketing, c'est quelque chose. Non, c'est vraiment différent. Après, c'est pas une différence qui est colossale, mais il y a une petite différence dans la recette, donc il va probablement être souvent un peu plus gras. Voilà. Donc, souvent, il est plus épais aussi. Et aussi plus épais. Voilà. Donc, moi, je vais préférer, et surtout si c'est pour les enfants, on va plutôt préférer des choses qui seront moins grasses. Et plus un chocolat est puissant en cacao avec un pourcentage élevé, plus il va être nourrissant avec des bonnes choses. Donc, il faut peut-être plutôt aller là-dessus. Michel, votre recette de chocolat préférée, quand vous pensez chocolat, voilà, ça évoque quoi? C'est un gâteau, c'est un carré, c'est une tasse de chocolat, vous voyez un truc fumant, c'est quoi? C'est une tablette. Noir ou... Évidemment, noir. Et moi, j'aime bien le chocolat à cuisiner, parce qu'il est onctueux. Donc c'est une tablette de chocolat noir à cuisiner? Pas forcément. C'est ou bien à cuisiner, ou bien tout simplement. Alors j'aime beaucoup les tablettes des grands chocolatiers. Il y en a qui sont exquises. Par exemple, chez Jean-Paul Evin, il y a un assortiment merveilleux. Annabelle? Moi, je suis d'accord. Moi, ce qui me rend dingue, c'est pas forcément les tablettes. Il y a 2 trucs. Pareil, toujours la mère de famille et Cyril Lignac. Ce sont les oursons à la guimauve chez Cyril Lignac. Et ces bouillets sont très bien aussi. Ouais, mais non, moi, je suis hyper fidèle en termes de Lignac, t'es complètement Lignac. Donc toi, c'est le petit ourson de notre enfance. Le petit ourson de notre enfance, moi, qui me retourne la tête. Et les guimauves de la mère de famille, qui sont des guimauves à la fleur d'oranger. Et en fait, c'est une réglette qui est avec moitié fleur d'oranger, chocolat noir, et moitié vanille, chocolat au lait. Et ça, mais je te la fais en 4 secondes et demie, les 12. Lauranie?
T'es gourmande, toi. Ouais, Il faut. Oui, moi, ça va être probablement un carré chocolat noir. Moi, j'aime bien les origines Afrique de l'Ouest qui sont des notes très café, très terreuses, très brutes, quoi. On sent bien la fève. Ça, j'aime bien. Et sinon, comment ? Sao Tomé aussi, ouais, c'est très puissant, c'est intense. Et sinon, une belle ganache bien réalisée, c'est très bon aussi, ouais. Écoutez, mesdames, merci infiniment pour nous avoir mis l'eau à la bouche. Merci, Michel, d'avoir été là. Merci. Merci donc pour ce livre Cacao, un peu compliqué à trouver, je reconnais, mais bon, il faut le trouver, et une fois qu'on est dedans, écoutez, elle nous en a donné comme ça un petit aperçu, et vous pouvez imaginer qu'on suit l'aventure de cette famille à travers les ans, et que c'est un vrai délice à croquer. Merci Annabelle d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur des guides HIT, E-A-T, Londres, Paris, New York, c'est fait. Et à faire, nous avons Bruxelles et Rome. Et puis vous, Lauranie, merci infiniment pour tout ce que vous nous avez appris sur le chocolat. Puis merci de nous avoir déculpabilisés, parce qu'en vous voyant, on se dit, si elle est sommelière du chocolat, alors les enfants, moi, ça y est, je peux y aller. D'ailleurs, je vous quitte et je vais retrouver ma tablette à la maison.